Beaucoup de rois de France comme Saint-Louis ou Louis XIV ont bénéficié d'une immense réputation incontestable. Certains, comme François Ier ou Louis XII, ont été volontairement surcotés. Et enfin, d'autres, ceux qui nous intéressent, ont été à tort lourdement sous-estimés. Qui sont ces rois de France sous-cotés? Qu'ont-ils fait? Et pourquoi ont-ils été considérés de la sorte? Mes amis, je suis Sentinelle, l'homme immortel. Découvrons ce qu'il en est réellement entre mythe, légende et histoire. Suivez-moi. Partie 1. Louis VI le Gros, dit le batailleur. Sauf initié, ce prénom ne vous évoque sans doute pas grand-chose. Pourtant, il a été un très bon roi. Né en 1081, Louis grandit sous le règne de Philippe Ier. Bon guerrier, il dirige l'armée royale contre le roi d'Angleterre en 1097 et il est fait chevalier en 1098. À partir de 1100, il est associé au pouvoir alors que pour des raisons de santé, son père le roi ne peut plus s'en assurer. En 1108, peu avant la mort de ce dernier, le nouveau roi est sacré à Orléans, le 21 mars. A l'époque, il faut savoir que le domaine royal ne comprend même pas la région parisienne. Les limites du royaume sont plus ou moins celles de la Francie occidentale, et il faut comprendre que beaucoup de grands seigneurs voulaient soumettre le roi afin de former leur propre royaume concurrent. C'est pourquoi, pendant tout son règne, l'énergique Louis VI chevauche sans arrêt pour mater ses barons turbulents et réaffirmer son autorité. C'est dans ce contexte que toute sa vie durant, le roi se bat contre son vassal et roi d'Angleterre, Henri Ier Beauclerc, le duc de Normandie. Louis essuie des défaites, comme la terrible de Brémule en 1119, mais aussi pas mal de victoires, dont sa plus mémorable sans combattre en 1024, quand il réunit une très grande armée. Un tel effort qui fit renoncer l'empereur du Saint-Empire, Henri V. À la fin de son règne, Louis VI avait défendu sans relâche son autorité, centralisé davantage son administration, bataillé pour la justice, combattu les seigneurs brigands, affirmé sa puissance, son autorité et organisé une solide politique commune avec l'Église. On dit même que c'est sous son règne qu'on passa du Rex Francorum au Rex Franciae, du royaume des Francs au royaume de France. Juste avant sa mort le 1er juillet 1137, le roi fit peut-être son meilleur coup en organisant l'alliance entre l'héritière du duché d'Aquitaine, Aliénor, et son fils, Louis le Jeune. Envolons-nous cette fois-ci, quelques siècles plus tard, vers la guerre de Cent Ans. Partie 2. Charles V le Sage. On a vu que les conflits avec les Anglais pouvaient forger dans la difficulté de très bons rois. C'est le cas de Charles V, le bâtisseur du Louvre, de la Bastille et de la Bibliothèque royale. Charles naît le 21 janvier 1338 en pleine guerre de Cent Ans. Il est le fils de Jean II le Bon, prisonnier des Anglais, à cause de sa défaite à Poitiers. Après 2 états généraux, le royaume est en crise. Le dauphin doit mater la jacquerie paysanne de 1358, puis subit la révolte des Parisiens. Après avoir fait mine de se soumettre, il rentre dans la résistance, reprend Paris, et son opposant Étienne Marcel meurt assassiné. Le premier ennemi est vaincu. En 1360, Charles signe la terrible paix de Bretigny avec les Anglais, ce qui libère son père. Mais, en 1364, celui-ci dut se rendre aux Anglais et mourut quelques mois plus tard. Charles V est sacré le 19 mai 1364 à Reims. Il peut aujourd'hui mettre en place sa vision. Premier roi non chevalier qui se considère au-dessus des batailles, il organise la revanche. Il construit de nouvelles fortifications, fait augmenter les recettes de l'État et surtout choisit très bien ses chefs de guerre, dont le plus illustre, Bertrand du Guesclin. Ce duo mortel l'emporte dès la première année de son règne contre le mauvais roi de Navarre, Charles II à Cocherel. Le deuxième ennemi est vaincu. Reste le problème anglais. Dans une vigoureuse tactique de guérilla, après 5 ans de reconstruction, les Français parviennent à bouter petit à petit les Anglais en dehors de leurs terres, jusqu'en 1375. Son troisième ennemi est vaincu. Les Anglais n'ont plus que Calais, Brest, Bordeaux et Bayonne. À sa mort, en 1380, Charles V était un bon politicien. Roi bâtisseur, il était un grand roi, savant, défenseur des arts et des lettres. Par le choix du connétable du Guesclin, il fut le roi qui renvoya une première fois chez eux les Anglais. Cette fois-ci, prenons la route vers un nouveau roi héritier de la victoire française en cette guerre de Cent Ans.
Partie 3. Louis XI l'araignée. Enfin, découvrons l'aventure du roi de France le plus sous-coté de l'histoire, Louis XI. Né en 1423, il grandit sous le règne de Charles VII le Victorieux, en pleine guerre de 100 ans. Adolescent très turbulent, il a soif de gouverner. Louis participe à la Praguerie de 1440, un soulèvement de nobles contre son propre père. Après de nouvelles tensions avec ce dernier, en 1447, il est envoyé en exil à Grenoble en Dauphiné. Là-bas, il fait prospérer la ville, dirige comme un prince indépendant et continue ses fourberies. C'est pour éviter les représailles de son père qu'il loge un temps chez Philippe le Bon de Bourgogne. À la mort de Charles VII, bouillonnant de pouvoir, Louis XI est sacré le 15 août 1461 à Reims. En 1465, il est contraint de réagir contre les nobles, la Ligue du bien public. Après la bataille de Montlhéry le 15 juillet, militairement l'issue est incertaine, mais politiquement, cet habile gouverneur parvient à l'emporter sur ses barons. Il se tourne maintenant vers son ennemi le plus dangereux, Charles le Téméraire de Bourgogne. Lorsqu'il le rencontre de façon imprudente à Péronne, Louis est fait prisonnier et est contraint de céder des terres aux Téméraires. À son retour, Louis XI fait annuler le traité et mate de nouvelles rébellions de barons. Quand le roi d'Angleterre tente de prêter main forte aux Bourguignons, en grand politique, Louis vient négocier avec lui la paix de Piquigny en 1475, moyennant une compensation financière pour le rival anglais. À la mort de Charles le Téméraire en 1477, Louis XI est victorieux sur tous les fronts et peut commencer à récupérer des terres sur les cendres de son pire ennemi. À sa mort en 1483, il était un homme froid et courbé, mystérieux et austère, qui a pourtant beaucoup voyagé dans son royaume pour s'imposer et observer la vérité du terrain. Véritable roi ambulant, il a mis toute son énergie dans la réunification du royaume, la défense de celui-ci, le contrôle des nobles et des clercs et l'agrandissement de ses frontières. Roi réformateur, il a relevé l'économie française ruinée par la guerre, placé son armée permanente en tant que première d'Europe, combattu l'insécurité, développé les réseaux routiers et augmenté le pouvoir du roi. Nommé l'araignée en vue de sa très mauvaise réputation, sa légende noire proéminente jusqu'à peu était en fait le produit de ses ennemis. Vraisemblablement, une chose est certaine, de par ses actes, Louis XI fut l'un des plus grands rois de France. Finalement, ces rois ont été lourdement sous-estimés à cause de rumeurs de leurs opposants, de mythes toujours persistants aujourd'hui, ou encore de volontaires amoindrissements pour glorifier d'autres rois. À l'image de Charles V, Louis VI et Louis XI, il a existé d'autres grands rois pourtant sous-estimés ou oubliés. Ces derniers ont réalisé comme eux des grandes œuvres pour la France. Ils l'ont souvent sauvé ou amélioré, glorifié ou défendu. Cependant, ceci est une autre histoire.